La Camargue toujours sous les eaux, mais une sérieuse lueur d'espoir avec le colmatage de la digue de Figares. Mitterrand-Balladur, même combat devant une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement réunis pour le sommet de la francophonie. François Mitterrand réaffirme avec force la fermeté de la France face aux États-Unis dans la négociation du GATT. 15 ans de pontificat pour Jean-Paul II, 15 ans de visite pastorale à travers le monde et 10 encycliques promulguées. En fin de journal, nous retrouverons en direct de sa loge notre Belmondo national qui joue chaque soir les tailleurs pour dames au théâtre de Paris. Madame, Monsieur, bonsoir. En Camargue, les responsables de la sécurité civile commencent à respirer. La principale brèche dans la digue du Petit-Rhône a été colmatée en fin d'après-midi et la progression générale des eaux stabilisée. Maryse Burgot. Les derniers mètres. C'était vers 16 h cet après-midi, la brèche de Figares, enfin colmatée. Finalement, les blocs de pierre auront eu raison du fleuve. 5 jours de travaux acharnés auront donc été nécessaires pour venir à bout du Petit-Rhône. Travaux très difficiles car le fleuve s'était engouffré dans la brèche, pas mécontent de retrouver son ancien lit. Résultat, 12 000 hectares de terre inondés. Ce soir, la digue n'est pas encore tout à fait étanche, le barrage encore fragile sera consolidé toute la nuit et demain, des barges chargées de béton seront coulées à proximité. Une chose est sûre, la progression de l'eau est maintenant stabilisée et la Camargue respire. La bataille franco-américaine autour des accords du GATT avec aujourd'hui l'intervention remarquée de François Mitterrand dans le débat. Le chef de l'État a en effet profité du forum international que constitue le sommet de la francophonie, actuellement réuni, pour rappeler devant une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement les raisons de la fermeté de la France face aux prétentions américaines, notamment en matière culturelle. Reportage de nos envoyés spéciaux à l'île Maurice, Philippe Arroir, Bernard Connor. Photo de famille. L'occasion était trop belle face aux chefs d'État et de gouvernement de 47 pays francophones de tailler en pièces la position américaine sur le GATT. François Mitterrand rappelle que la France s'oppose à ce que la culture soit incluse dans les négociations commerciales. Cela intéresse aussi les partenaires francophones de la France, qui devraient emboîter le pas, du moins sur le principe. Et pan pour Bill Clinton. J'ai entendu avec un peu de peine la dernière déclaration d'un homme que je connais et que j'estime, le président Clinton. On ne peut pas imposer à un seul pays, quelle que soit sa puissance, sa façon de penser, de s'exprimer au reste du monde. Sur le volet agricole, François Mitterrand prend à témoin les pays francophones et réclame justice et solidarité. Nouvelle attaque contre les États-Unis. À tout moment, le traité sera révocable par l'initiative d'un seul. C'est établir entre les nations un type de relation proprement insupportable. Et si je vous en parle, c'est parce que inacceptable ne peut pas être accepté. Du moins faut-il que la négociation permette d'avancer de telle sorte que l'on trouve le chemin qui permettra à la justice et à l'équité de l'emporter sur les simples rapports de force. Conclusion pour la bataille du GATT qui s'est engagée. Le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement sont sur la même voie combative. D'autre part, la France pourrait bien montrer ici à Maurice qu'elle n'est pas si isolée qu'on veut bien le croire outre-Atlantique. Alors Albert Duroy, peut-on dire Mitterrand-Balladur même combat ou est-ce un petit peu plus compliqué ? Oui, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que le président et le Premier ministre sont d'accord sur 3 points. D'accord sur ce qu'on appelle l'exception culturelle, qui consiste à tenir la culture à l'écart d'une concurrence internationale qui serait dominée par les États-Unis. D'accord aussi sur la nécessité d'aménager les textes concernant l'agriculture. D'accord enfin pour estimer choquante l'arrogance américaine dans cette affaire. Ces convergences sur le fond n'empêchent pas néanmoins un désaccord sur la méthode. À l'Élysée, on reproche à Édouard Balladur d'avoir, sous la pression de sa majorité, placé la barre trop haut, d'avoir donné l'impression que c'était tout ou rien, qu'un compromis était impossible. Mais ces réserves sont restées jusqu'à présent discrètes. Toute fausse note publique dans le couple de la cohabitation serait évidemment dommageable pour la France. Cela étant, Édouard Balladur se trouve aujourd'hui coincé entre 2 menaces. D'un côté,
S'il reste sur sa position une crise internationale dont la France pourrait être tenue pour responsable et qui pourrait avoir de graves conséquences pour l'économie française, de l'autre côté, s'il transige, une crise à l'intérieur de sa propre majorité, très sensible au lobby agricole, et qui pourrait alors lui reprocher sa faiblesse. Il est bien difficile de voir aujourd'hui comment le Premier ministre pourrait se faufiler entre ces deux menaces, ce qui ne déplaît sans doute pas, même à droite, à tous ceux qui sont agacés par la popularité baladurienne. Merci Albert, nous serons bien évidemment amenés à en reparler. À l'étranger, l'étau se resserre autour des militaires putschistes au pouvoir en Haïti. Le Conseil de sécurité de l'ONU a en effet donné cet après-midi son feu vert à un blocus naval de l'île pour faire respecter l'embargo adopté par les Nations Unies mercredi. Sarajevo a renoué avec la guerre. Des bombardements les plus intenses depuis le cessez-le-feu de la fin juillet ont fait au moins 8 morts parmi la population civile. Dorothée Olyric. Abasourdis, écœurés, les tirs les ont réveillés tôt ce matin. Ils se demandent que sera demain. Pendant de longues semaines, les armes s'étaient tues. Ce n'était pas vraiment la paix, mais plus tout à fait la guerre. Selon la force de protection des Nations Unies, c'est l'armée bosniaque, à majorité musulmane, qui a lancé ce matin une attaque au mortier. Les Serbes ont riposté avec vigueur et toute la journée, les tirs d'artillerie ont résonné dans Sarajevo. C'est la vieille ville qui a été la plus touchée. Fatigués, lassés, ils ont dans la tête l'écho bourdonnant des bombardements et la peur que les Serbes lancent une grande offensive. Derrière les montagnes, d'autres sont seuls au monde. À cause des combats, un convoi humanitaire n'a pu partir. Aujourd'hui, 8 personnes sont mortes à Sarajevo et plus de 15 ont été blessées. Bien sûr, il y avait des personnes âgées, des femmes, des enfants aussi. En Russie, les 2 dirigeants du putsch entre guillemets conservateur du Parlement de Moscou ont été inculpés d'organisation de désordre de masse, délit passible là-bas de 2 à 15 ans de prison. C'est maintenant à Moscou l'heure des règlements de compte plus ou moins mesquins. Patricia Coste. C'est la fin des privilèges à Moscou pour les familles des ex-députés du Parlement russe. 3 jours pour tout quitter, leur bel appartement et Moscou pour ceux qui n'en sont pas originaires. Alors, c'est le drame. D'autant plus que ces expulsions se font dans un climat de terreur. Ils sont venus la nuit, à 11h, puis à 1h30, avec des mitraillettes et des gilets pare-balles. Pour les femmes et les enfants, c'est une vraie terreur qui a commencé. Ils viennent la nuit, ils cognent très fort à la porte, ils ont des mitraillettes et nous montrent un papier qui n'a aucune valeur, mais qui nous prescrit de mettre toutes nos affaires dans un conteneur et d'aller retirer nos enfants de l'école, et de partir en 3 jours, d'ici à la fin du week-end. L'ordre de partir ne concerne que certains députés, les opposants à Eltsine. Partir en 3 jours, avec tout ce que l'on vient de supporter. Ce mois-ci a été extrêmement difficile pour moi. Je n'ai plus ni force morale, ni force physique. On nous chasse en hiver comme des chiens, dehors. Vous ne savez pas où aller ? Non, et surtout, je n'ai pas les moyens. Expéditive, la reprise en main des affaires par Eltsine. L'atmosphère est décidément aux expulsions à Moscou. Après les mauvais Russes, ce sont les vilains caucasiens qui sont dans le collimateur des forces de police sous des prétextes divers. En fait, il s'agit le plus souvent de délits de faciès, pour ne pas dire de xénophobie pure et simple. Reportage de nos correspondants permanents, Marcel Tria, Jean-François Bernigaud. Ils arrivent du sud, des pays du Caucase. On les appelle les culs noirs à Moscou. Et ils ne sont pas vraiment les bienvenus. Vous savez qu'à Moscou, on n'aime pas les Caucasiens? Oui, je sais très bien. Je sais. Les autorités ont mis à profit l'état d'urgence pour faire la chasse aux Tchétchènes, aux Azéris, aux Géorgiens, qui alimentent depuis toujours les marchés en fruits et en légumes. On leur reproche aussi de fournir en hommes de main les mafias de Moscou et d'être les principaux responsables de la criminalité. Alors les miliciens et les aumônes ont des ordres et ils ne se font pas prier pour en rajouter. On m'a arrêté et on m'a pris tout mon argent. Pourquoi? À quoi pensait le président quand il a fait ça? Ça fait 20 ans qu'on habite à Moscou. On s'est toujours bien entendu avec les Russes. Et aujourd'hui, ils enflamment la haine.
Je suis venu pour des compétitions sportives avec tous mes papiers. La milice m'a arrêté, elle a pris tous mes documents et les a déchirés. Pourquoi une nationalité est bonne et pas l'autre? Vous nous appelez les Noirs, pourquoi les Noirs? On ne les a pas invités. Il y en a qui sont mauvais pour nous. Ils sont insolents, les Azéris par exemple. Devant la gare, les affaires reprennent. On construit de nouveaux kiosques qui seront sans doute réservés à des Russes. Et l'on reparle des événements qui viennent d'ébranler Moscou. Moi, je soutiens le président. Moi, c'est comme ça. Malgré tous ces morts, c'est le Soviet suprême qui est responsable. C'est très très bien l'état d'urgence. Je voudrais qu'il dure 1 an. Maintenant, nous pouvons vivre et travailler tranquillement. Mais pour tout cela, rien n'a changé. La nouvelle Russie, avec ses soubresauts, poursuit sa route, sans eux. À Rome, Jean-Paul II a célébré ce samedi le 15e anniversaire de son pontificat. Le pape s'est entretenu pendant plus d'1 heure au Vatican avec Alexandre Solzhenitsyn. C'était la première rencontre entre le souverain pontife et l'écrivain russe. Pour cet anniversaire, le pape a reçu d'autres cadeaux, le plus souvent sympathiques bien sûr, mais parfois moins agréables. À Rome, pour France 2, Gérard Beaufils. C'est délicat de parler de la vie, si l'on peut dire personnelle, d'un si grand homme, mais je puis témoigner que son rayonnement tient à sa vie intérieure. Il retombe constamment en prière. La prière pour Jean-Paul II, c'est le plus beau cadeau d'anniversaire de ses 15 ans de pontificat. Place Saint-Pierre, la ferveur est toujours la même, 50 000 visiteurs par jour pour la curiosité ou pour la foi. Autre cadeau, un nouvel hymne pour l'État du Vatican. La musique de Gounod est la même, les paroles, et cela est nouveau, sont en latin. Le souverain pontife vient d'assister à cette première en concert. Il a bien apprécié. Et c'était très intéressant qu'il a dit. Mais c'est à peu près la même chose que en France, allons enfants de la patrie. Alors que sa 10e encyclique est déjà un succès en librairie, Jean-Paul II fait aussi la une des journaux en Italie. Mais cette fois, c'est dans le cadre d'une affaire judiciaire. La Banque du Vatican aurait en effet laissé transiter des fonds douteux sous son autorité. Les juges main propre ignorent le calendrier. Pour Jean-Paul II, aujourd'hui, la fête est un peu gâchée. Créée il y a maintenant 5 ans par Jack Lang, la fureur de lire fait désormais partie du paysage culturel de la rentrée. Les livres et l'écrit en général sont fêtés aujourd'hui et demain dans le cadre de plus de 2000 manifestations symboliques ou spectaculaires. Exemple, ce jeu de piste littéraire organisé à travers Paris. Reportage Monique Atlan, Christophe Vignal. Règle du jeu, 14 questions pour retrouver à travers une promenade dans Paris 14 mots-clés qui constituent la citation d'un écrivain. Une citation dans un océan de mots. C'est le jeu de piste de cette nouvelle fureur de lire. Natacha accepte le jeu pour le plaisir des livres. Première question à Beaubourg sur l'écrivain Ismaël Kadare. Alors, celui de Kadare est si libre qu'il vous laissera bien soutirer ses premières et 5e lettres. Ça va? Ça va, mais pour l'instant, j'arrive pas à trouver. À la librairie L'Arbre à Lettres, l'espoir renaît. Et les panneaux sont et les deux sont en rapport. Oui. Et pour les mots tout court? Alors le livre est dans la librairie aussi. C'est le titre. Autre étape vers une solution, redécouvrir ces photos de Georges Perec à la bibliothèque André Malraux. Se sentir moins seul dans l'épreuve à Chaillot, au salon du livre du cinéma, réservé aux seuls détectives de la littérature. Pour enfin entreapercevoir le salut. Eh bien moi j'ai trouvé. Elle a trouvé, mais vous n'aurez pas la solution. C'est ça? Ouais. Oui, j'ai gagné. Au fait, il vous reste demain toute la journée pour essayer et pour gagner. Devinez quoi? Des livres. Apparemment, hélas, la fureur de lire n'est pas partagée par tout le monde. L'an dernier, 19% des Français n'ont lu aucun livre. Un petit espoir tout de même. En 89, ce chiffre atteignait 25%.
Deux mots de sport avec tout d'abord la dernière épreuve de la Coupe du Monde de cyclisme, le Grand Prix des Nations. Une course contre la montre autour du lac de Madine en Lorraine. Victoire cet après-midi du Français Armand de Las Cuevas, le favori, le recordman de l'heure. Chris Boardman n'est arrivé que 4e. 7e, l'Italien Maurizio Fondriest enlève comme prévu la Coupe du Monde 93. Et puis un résultat de rugby avant le match France-Roumanie qui sera diffusé en direct demain après-midi sur France 3. Pour le premier match de sa tournée en France, l'équipe d'Australie a battu une sélection régionale aquitaine par 30 points à 15. En voile, Marc Pajot prépare activement sa revanche dans l'America Cup. La dernière fois, son bateau, le Ville de Paris, avait été battu en demi-finale par les Vénitiens, faute apparemment de préparation. Cette fois, à 32 mois de la compétition, Pajot n'entend pas rejouer la fable du lièvre et de la tortue. Il a mobilisé de grands moyens financiers et surtout, il bénéficie d'innovations technologiques très sophistiquées. Reportage Henri Elie, Jean-Jacques Le Garec. Ville de Paris vient de mettre au monde ses deux enfants. Ils lui ressemblent forcément comme deux gouttes d'eau. Et bien qu'ils caressent l'eau en un joli balai aquatique, ne vous y trompez pas. Chaque mouvement est scrupuleusement testé, comparé, validé. Ces deux petits frères sont en effet de véritables laboratoires des mers, à l'échelle 1,5. Les outils de recherche pour la construction du futur Ville de Paris 95. À bord de l'un, une centrale enregistre les performances, vitesse, gîte et angle de remontée au vent. Dans la cale de l'autre, une télémétrie laser reliée à un ordinateur du Ville de Paris calcule les différences de vitesse entre les deux mini-bateaux. Et puis, il y a les gréements. Au niveau des voiles, on ne donnera pas la recette. Pour l'instant, on en est à la recherche. Et donc, c'est un aspect important, c'est le moteur du bateau. Et ce genre de bateau, à l'échelle 1,5, vont nous permettre de faire des expériences. Notamment, ce qui est très important, c'est la proportion entre le génois, la voile d'avant, et la grand voile qui est la voile d'arrière. Sur les coques jumelles, des chiffres mystérieux. En fait, le moyen physique de calculer l'écoulement de l'eau par mer calme ou agitée. Et quand on sait que lors de la finale des Challenger en 92, l'Italien Il Moro de Venezia avait battu le Néo-Zélandais New Zealand d'une seconde, après 4 heures de régate, on comprend l'importance de l'enjeu. Notre objectif, c'est de gagner 0,25 nœuds, qu'aujourd'hui on peut estimer en avoir gagné 0,13. Donc on a peut-être franchi près de la moitié de l'étape que l'on s'est fixée. Et puis ce sera bientôt le tour des tests aérodynamiques pour la voilure et des tests hydrodynamiques pour la quille. Si grâce à la recherche, la plupart des skippers attribuent aujourd'hui 55% de la victoire à leur bateau, il est indéniable que l'équipage compte pour 35% de réussite. Le hasard et la chance faisant le reste. Avant de retrouver notre invité Jean-Paul Belmondo en direct de sa loge du Théâtre de Paris, un hommage mérité à Diana Ross qui fête ses 30 ans de carrière. L'ancienne soliste des Supremes multiplie les tubes depuis 63. Pascal Deschamps, qui fête également ses 30 ans de carrière, l'a rencontrée à Londres. Je crois qu'à la naissance, je chantais déjà. Formidable destin que celui d'une enfant pauvre de Détroit qui rencontre le succès à 18 ans. Depuis les années 60, lorsqu'elle chantait avec les Supremes, puis plus tard en solo, elle a accumulé les albums, une soixantaine, et les tubes, mêlant ainsi son nom à 30 ans de musique, du rhythm and blues au disco le plus kitsch. Je n'ai jamais prétendu être l'une de ces chanteuses extraordinaires qui ont une voix comme Aretha Franklin par exemple. Mais il y a quelque chose de simple dans la manière dont je chante. Et c'est cette simplicité que beaucoup ont comprise, ont ressenti. Des hits comme Muscles l'ont définitivement hissé au rang de star internationale, rayon variété de luxe. Sa musique lui a rallié les suffrages de tous les publics, mais l'ex-panthère de la soul music a longtemps incarné pour des millions de jeunes noirs la réussite à l'américaine, à l'instar d'Eddie Murphy. À l'époque des Suprêmes, dans les années 60, je ne me rendais pas du tout compte qu'on faisait tomber des barrières. Tout ce que je voulais, c'était chanter de bonnes chansons, faire un disque qui pourrait passer à la radio. Je ne me souviens pas m'être dit que chanter pouvait changer les choses. Je n'avais pas cette vision-là. Diana Ross dit qu'elle aimerait bien fêter 30 nouvelles années de chansons en 2023, en plaisantant. Riche et célèbre, il ne lui manque plus que la réalisation d'un vieux rêve, produire un film sur le destin d'une autre artiste noire, son idole, Josephine Baker.
Chose promise, chose due, nous allons retrouver dans un instant Jean-Paul Belmondo en direct de sa loge du Théâtre de Paris où il s'apprête à entrer en scène pour jouer Tailleur pour dames, comédie de Georges Feydeau adaptée par Jean Poiret et mise en scène par Bernard Murat. Comme le dit lui-même le metteur en scène, il est impossible de raconter une pièce de Feydeau et son tourbillon de quiproquos. Je vous propose cependant, pour nous mettre en bouche, de regarder un court extrait de cette pièce. Comprenez-moi bien, hein, son mari, n'est-ce pas? Son mari se l'était figuré. Alors quand il a... Non, vous filez bien là? Il se l'était figuré. Alors comment il a compris, n'est-ce pas? Que... Eh ben non, hein? Alors là, on peut dire que son sang n'a fait qu'un petit tour. Enfin, ça lui a donné de l'eczéma, voilà. Ça le gratte. Ça vous regarde pas. Allez, laissez-moi ma consultation, c'est une urgence, une appendicite. Oh, pardon, je vous quitte. Si ma fille venait, vous lui diriez que je suis partie. Vous pouvez compter sur moi, chère Bellman. Oh, ne soyez pas si aimable, je n'oublie rien. Seulement, je sais me tenir devant le monde. J'aurai soin d'en inviter toujours beaucoup. Au revoir, chère madame. Anatole, votre mari qui revient. Je le savais. Mais j'allais vous laisser partir pour vous offrir une chance. Mais si, d'ailleurs, Madame Aubin serait très vexée. Allez, mesdames, montez, Jean-Paul Belmondo, bonsoir. Bonsoir. On vient de le voir jouer du Feydeau, c'est pas de tourpeau, hein, c'est du sport. Oui, il y a un côté sport en même temps, mais enfin, c'est tellement agréable. Il y a un critique du Figaro dit que vous êtes solide comme un chêne avec des coquetteries de roseau. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite phrase? Ben, je cherche à comprendre ce que ça veut dire, mais je n'ai pas encore compris, mais ça va venir. Si on commence solide comme un chêne, je comprends, mais les coquetteries de roseau, je ne sais pas. Nous resterons dans l'incertitude. Voilà. Après une très longue absence sur les planches, on vous a revu au théâtre dans Keane et puis bien sûr dans Cyrano. Vous racontez souvent dans vos interviews que vous avez un grand fantasme ou une grosse envie, c'est de jouer Scapin, les Faubouriques de Scapin. Est-ce que vous allez assouvir ce rêve un jour? Ben, je vais peut-être finir par le faire, oui, parce que depuis le temps que j'en parle, si vous voulez, Feydeau aussi, j'ai dit pendant très longtemps que j'allais jouer du Feydeau et j'ai mis un temps fou avant d'en jouer, puisque je suis sorti à mes concours conservatoires dans Amour et Piano, et en classe de Feydeau, et en classique, c'était Scapin. Donc peut-être la prochaine, ça sera Scapin. Et pourquoi précisément ce choix de cette pièce et le choix de cet auteur, Feydeau? Ben Feydeau, parce que Feydeau, écoutez, je trouve qu'en vaudeville, on n'a encore jamais fait de mieux. Hein. Quand on aime le comique, il n'y a pas mieux que Feydeau, surtout quand on met en plus un peu de Poiret. Donc quand Bernard Murat m'a proposé de jouer cette pièce et que je l'ai relue, j'ai énormément ri. Alors j'ai pensé que les spectateurs allaient rire aussi et que moi, ça m'amuserait beaucoup de le jouer. C'est ce qui se passe en ce moment. Voilà le choix unique. Vous êtes donc un acteur tout à fait comblé et puis également un directeur propriétaire de théâtre également comblé puisque le dîner de con dans votre théâtre des variétés fait salle comble tous les soirs. Voilà, fait salle comble tous les soirs aussi. Donc j'ai 2 salles de Paris où les gens rient grâce à moi. Donc je suis très content, prétentieusement. Keane et Cyrano ont été mis en scène par votre ami Robert Hossein. Robert Hossein que vous allez retrouver tout à l'heure dans l'émission de Frédéric Mitterrand. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Vous avez beaucoup travaillé avec lui. J'ai beaucoup travaillé avec lui, bien sûr. D'abord, il évoque beaucoup de choses de jeunesse, puisque Robert Hossein, il a été vedette bien avant moi. Donc, quand on était jeune, on l'admirait déjà, on allait le voir au théâtre. Et puis, plus tard, j'ai joué avec lui le Casse, en Grèce, qui est un très, très bon souvenir. Et puis, on est restés très, très amis. Et je dois dire que c'est lui qui m'a fait revenir au théâtre, puisqu'il m'a tanné pendant des années pour que je rejoue au théâtre. Vous êtes pour 4 mois, c'est ça, sur cette scène, parce qu'après vous allez, avec Lelouch, jouer dans le remake des Misérables, c'est ça, le remake des Misérables? Oui, c'est pas vraiment un remake avec Lelouch, c'est-à-dire il va faire les Misérables du XXe siècle. Donc il n'y a que lui qui vraiment peut faire une chose comme ça, mais c'est pas un remake des Misérables. Vous êtes 3e dans le cœur des Français, selon le dernier hit parade du JDD. Comment vous expliquez cette popularité qui ne faiblit pas? Vous savez, ça, c'est toujours très difficile à répondre. Je suis très touché d'être le 3e, ça me fait très plaisir. Mais je crois que ces choses-là, il faut les demander aux gens. Moi, je ne peux pas expliquer pourquoi je suis content d'être toujours là. Vous savez, je crois qu'arrivé à un certain âge, on se dit toujours, je suis en sursis. Chaque année qu'on prend, ben, c'est durable, tant mieux. Là, j'en prends encore un peu, je suis très content.
On fête actuellement l'organisation de la Fureur de lire. Est-ce que je peux vous demander si vous êtes un gros lecteur et qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Vous lisez beaucoup de pièces de théâtre ou vous vous évadez complètement, vous lisez tout à fait autre chose que des scénarios ou des... C'est-à-dire que vous savez, quand on est directeur de théâtre, on est quand même forcé de lire pas mal de pièces. J'en lis beaucoup, je suis comme tout le monde, je voudrais trouver un auteur nouveau. J'ai la chance d'avoir dans mon théâtre Francis Weber qui s'est mis à réécrire une pièce, ça c'est formidable. Donc je cherche toujours des auteurs en ce moment, disons que je lis pas mal de pièces et puis des scripts. Merci Jean-Paul, on va vous laisser vous préparer pour entrer en scène dans une demi-heure environ. Et puis je voudrais que vous embrassiez de ma part le Yorkshire, Maya, qui est là à côté de vous. Voilà, mais je crois qu'elle vous embrasse aussi, voilà, elle vous a croisé l'autre jour dans la rue, oui. Elle vous a trouvé sympathique. Voilà, je le remercie, il a très bon goût, merci beaucoup et bonne soirée. Cher Jean-Paul, je vous propose de ne pas nous quitter et de découvrir de bien belles images que l'on aimerait voir plus souvent au terme des collections de prêt-à-porter printemps-été. Notre spécialiste maison, Marie-Josée Le Picard, a eu en effet la bonne idée de monter une sorte de pot-pourri des robes de soirée qui ont défilé devant ses petits yeux émerveillés depuis une semaine. Si l'habit fait le moine, alors qui de nous ne rêve pour le soir de jouer un très beau rôle? Fourreau sophistiqué et simplissime de Balenciaga, robe de vamp 1930 chez Guy Laroche, satin blanc et vannerie de bretelles pour mettre en valeur un joli dos. Toujours 1930, chez Rochat, jeu de bretelles au décolleté, corps moulé, jupe dansant autour des jambes, l'élégance d'avant-guerre est de retour très modernisée. Modernisée, certes, mais tout de même très évocatrice des statues grecques, des peintures crétoises, les robes de Romeo Gilli, c'est vraiment la traversée du miroir. Longues jambes libres chez Lanvin, sous un par-dessus de satin très court. C'est pour les inconditionnels de la mini, celle pour qui la nuit tombée ne suffit pas à justifier la jupe longue. Montrant la cheville, tout flou, tout doux, les mousselines souples couleur champagne d'Angelo Tarlazzi pour des dîners au jardin, des soirées sur la terrasse et toutes les nonchalances nocturnes d'une vie très élégante. Enfin, pour frapper un grand coup, n'hésitez pas, portez une crinoline. Une crinoline victorienne avec ses cerceaux un peu encombrantes de John Galliano, essayez de vous en débrouiller. Ou une crinoline courte de Valentino qui vous fait briller et montre bien vos jambes. C'était il y a 100 ans, ils avaient 20 ans et déjà un talent fou. Je veux parler des Nabis, un groupe de jeunes peintres. Aujourd'hui, ils sont à l'honneur au Grand Palais à Paris avec une superbe exposition que Jacques Violet et Jean-Louis Bousser ont visitée pour nous. Exalter la couleur, simplifier les formes. Pour Paul Sérusier et ses jeunes amis peintres, Maurice Denis, Bonnard, Vuillard, puis plus tard une dizaine de copains d'une vingtaine d'années, il s'agit de s'affranchir de l'enseignement de l'art officiel. Ils jugent les impressionnistes trop proches de la nature, ils peignent par grands aplats de couleurs pures comme ici Félix Vallotton. Sérusier peint alors avec les indications de son maître Gauguin le petit bois d'amour à Pont-Aven. Cette petite peinture sur bois devient très vite le signe de ralliement des jeunes peintres, leur fétiche c'est le talisman. Le groupe se choisit un nom quelque peu ésotérique, Nabi, qui signifie prophète ou initié en hébreu. Ils cherchent à traduire en peinture toutes les sensations visuelles. C'est resté une peinture intimiste, et puis beaucoup d'œuvres sont restées dans les familles, jalousement gardées par les héritiers des artistes. Et c'est une peinture qui a surtout intéressé les collectionneurs particuliers. Ce qui fait que dans cette exposition, il y a beaucoup d'œuvres qui viennent des familles des artistes, et de collections privées, essentiellement françaises, suisses ou américaines. Édouard Vuillard va puiser ses sujets dans son environnement familier. Il peint ses proches, des compositions de petits formats, où l'on retrouve toute l'atmosphère des intérieurs bourgeois, mais aussi de plus grands tableaux, des éléments décoratifs, comme ces scènes de jardin public. Cette grande peinture du jeune Bonnard témoigne de l'influence de Toulouse-Lautrec. Roussel, influencé lui par les maîtres anciens, peint avec une palette d'une grande délicatesse. Les Nabis resteront très près des arts appliqués. Tous, ils étendront leur champ d'activité à l'art décoratif. Cartons de tapisserie, projets de vitraux, livres et affiches.
Le mouvement en tant que tel durera une douzaine d'années. Ensuite, chacun suivra son propre chemin. 20h50, c'est votre vie. Frédéric Mitterrand reçoit ce soir Robert Hossein et ses amis. 22h45, Taratata, invité de Nagui, Louis Chédid et beaucoup d'autres artistes. Vers minuit, dernier journal en compagnie de Catherine Sellac. Bonne fête aux Edwige. Dans quelques secondes, la météo avec Nathalie Rioué qui est presque aussi cabot que Maya à la Yorkshire de Belmondo, mais à la moins de poil. Nathalie qui m'a laissé ce petit mot. Dimanche nuageux et froid. Bonjour tristesse, bisous. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain, 13h.